Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Dernier bilan de ce Tour de France Homme 2022. On va revenir sur le bilan des grimpeurs. Alors quand on va parler bilan des grimpeurs, on va surtout parler des grimpeurs pour le général dans cette vidéo, pour les leaders, pour le maillot jaune, tous les leaders dont on attendait un petit peu quelque chose en début de course et puis où ça a été un petit peu compliqué. Donc on regardera tout ça. Bien entendu, on parlera des quelques coureurs français qu'on a peut-être déjà cités auparavant. Donc dans ce cas-là, on y reviendra assez rapidement dessus. Et puis on parlera des coureurs dont on avait quand même quelques attentes, et puis voir d'autres qui n'ont peut-être pas forcément répondu à nos attentes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Enfin voilà, un petit peu comme d'habitude. S'il y a un coureur dont je n'ai pas parlé ou vous voulez parler dans les commentaires, on n'hésite pas également. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme. Il y aura encore le débrief de la finale de l'Euro 2022 de foot féminin. Et puis il y aura de la F1 parce qu'on a pris du retard, on n'a pas fait le Grand Prix de France. Donc il y aura de la F1 la semaine prochaine. Le bilan de ces grimpeurs, on commence tout de suite avec les coureurs au top. Et parmi les coureurs au top, j'ai mis Jonas Vingegaard, bien entendu, le vainqueur du Tour de France. Bien épaulé par la Jumbo également, Jonas Vingegaard, mais qui a surtout eu des très très bonnes jambes. Vainqueur également du maillot à poids Vingegaard, avec toujours ce barème dont moi je ne suis pas d'accord. Mais du côté de Vingegaard, c'est difficile de faire quand même beaucoup mieux en montagne, très fort du côté du col du Granon. Et puis après, grâce à l'avance qu'il avait prise du côté du Granon, il a pu suivre Pogačar. Il n'a jamais été mis en difficulté par Pogačar pendant ce Tour de France en montagne. Et il a été phénoménal dans les étapes de montagne. Très fort aussi dans les étapes de vallonnée, parce qu'il a tenu à dragée haute à Pogačar du côté de la super planche. Longwy est également dans le coup. Voilà, il a été performant et Vingegaard, il était au-dessus cette année. C'est-à-dire que on ne pouvait pas aller le chercher raisonnablement. Il était un petit coup au-dessus de Pogačar. Pogačar a tenté à Périgueux, il a tenté dans les Pyrénées tout le temps. Et puis à la fin, il s'est fait contrer et il se reprend une minute. Le chrono, il a été aussi fort que Pogačar sur le contre-la-montre, voire un peu meilleur. Enfin, c'est aujourd'hui un coureur qui est très polyvalent, Vingegaard, qui est bon en montagne, qui est bon en contre-la-montre. Il est certes moins fort que Pogačar en punch, ça c'est clair et net. Moins habile que Pogačar sur les pavés, ça c'est clair et net aussi. Mais sinon, c'est un coureur polyvalent, Vingegaard. L'équipe, en plus, a été très solide autour de lui, ce qui lui a permis également de faire très très mal. Et Vingegaard, même si Pogačar avait une grande équipe, même si Pogačar n'a pas son coup de main bien du côté du Granon, je pense que ça aurait été compliqué pour Pogačar de gagner ce Tour de France. Voilà, parce que Coco était au-dessus, il était vraiment en très bonne condition. Et tout simplement, quand vous êtes au-dessus du lot, il n'a pas fait d'erreur tactique. Je dirais, le seul moment où il a été en difficulté, c'est l'étape des pavés avec le changement de vélo, mais il ne fait pas d'erreur tactique. Il a bien couru. Il a été aidé également par le fait que Roglic ait des problèmes physiques, ce qui fait que Roglic s'est mis quand même à son service dans les Alpes, ce qui a été un réel avantage pour Vingegaard. Et puis ensuite, il n'avait qu'à dérouler. Il avait qu'à dérouler et il a très bien déroulé aussi. Donc Vingegaard, chapeau coureur, mais c'est pas une surprise Vingegaard, vainqueur du Tour. L'année dernière, il fait deuxième. Ce qui aurait été difficile cette année, on aurait pu se dire, l'année de la confirmation, c'est parfois compliqué. Sauf que, il est monté en puissance au fur et à mesure de la saison. Le début de saison n'est pas fantastique de la part de Vingegaard, mais il fait déjà un très bon Dauphiné comme Roglic. Et après, de toute manière, aujourd'hui, Vingegaard, on voit qu'il a progressé dans certains domaines. Le fait d'avoir changé de marque de vélo aussi a peut-être aidé la Jumbo. Avant, elles étaient chez Bianchi, maintenant elles sont chez Cervelo. Ça a peut-être aidé aussi.
Et puis, de toute manière, depuis le début de saison, on s'était préparé à cet objectif. Depuis le début de saison, on a préparé le Tour de France avec des stages. C'est une équipe qui a quand même décidé de faire un stage en février, ce qui est extrêmement rare. Ce qui a peut-être aussi été la différence, c'est que lui, il n'a pas couru les classiques du mois de mars, contrairement à Pogačar. Il a couru 2 fois en avril, il a fait le Tirreno, et puis ensuite, il a eu une saison avec très peu de jours de course, Vingegaard, mais il a fait quand même le Dauphiné. Ils sont repartis en stage après le Dauphiné, ils ont fait un stage avant le Dauphiné, ils repartent en stage après le Dauphiné. Et puis chez Jumbo, je crois qu'on a un peu tout mis en place pour gagner le Tour. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas gagné le Tour cette année, je pense que chez Jumbo, il y aurait eu une dépression, vraiment, du côté de la direction. Là, ils ont tout mis en place pour cet objectif, et on voit que ça a très très bien marché pour notre ami Vingegaard. Deuxième coureur au top, c'est le perdant, c'est Pogačar. On ne peut pas le mettre en flop, Pogačar, parce qu'il a animé toute la course. Si on a des Pyrénées aussi intéressantes, c'est aussi parce qu'il était là, parce qu'il a animé, il a tenté, il a répondu aux attaques de la Jumbo. Je pense qu'il lui manque en 3e semaine, c'est de la fraîcheur. C'est le fait d'avoir été sur les classiques au mois de mars. C'est compliqué d'enchaîner autant de résultats. Après, dans le Granon, c'est une défaillance parce qu'il fait chaud, parce qu'il est déshydraté et qu'il prend cher. Je pense il est à la limite des crampes dans le Granon. Et il est tombé ce jour-là face à une Jumbo qui sortait du lot, quoi, vraiment. Derrière, retour de bambou qui a été sévère. Mais on ne peut pas le mettre en flop à partir du moment où il a animé ces 3 semaines de course. Quand on voit son placement sur l'étape des pavés, c'était assez formidable. Sur 70 bornes, il ne fait pas une erreur de placement, il est toujours dans les 3-4 premières positions, alors qu'il a personne. Ce qui lui a manqué aussi, c'est une équipe. Il y a eu certes des problèmes physiques, notamment pour Maïka ou pour Soler, mais l'équipe a semblé quand même très faible. Hirschi n'a jamais été dans le coup. Et la Hongun a fait une bonne étape, mais la Hongun, il était là pour le plat, et sur le plat, par contre, il n'a pas été très bon. McNulty a fait le job, mais il a manqué des équipiers plus performants. C'est dommage pour UAE, parce que l'équipe au départ paraissait presque plus solide que la Jumbo, parce que la Jumbo, on s'était dit en haute montagne, peut-être que UAE a quand même plus de quoi faire en haute montagne avec Maïka, avec Soler, avec McNulty. Mais au final, en haute montagne, ils n'ont jamais réussi à fracasser l'équipe adverse. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Mais Pogačar, oui, solide. Solide pendant tout le Tour de France. Il a eu un coup de moyen au Granon. Ça lui coûte cher. Mais encore une fois, je pense que Vingegaard était très 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 fort. Et le Granon, oui, c'est dommageable, mais bon, c'est comme ça. Sinon, il fait pas d'erreur sur ce Tour de France. C'est vrai qu'il a cette faculté quand même, Pogačar, à ne pas commettre d'erreur. C'est ça qui fait qu'il est difficile à battre. Il fait pas d'erreur stratégique, il fait les attaques au bon moment. Il a un incroyable sens du placement, Pogačar. Mais là, il est tombé sur plus fort que lui et il lui a manqué un peu une équipe. Et sur certaines étapes, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Dans les Pyrénées, il lui a manqué du monde pour renverser ce Tour de France. 3e coureur au top, c'est Geraint Thomas. Devant, il y avait 2 ovnis. Il a été quand même pendant tout le Tour de France un peu dans un no man's land, Geraint Thomas, parce que incapable de suivre les 2 de devant, mais avec une grosse marge quand même sur ceux de derrière, à part sur Romain Bardet dans les Alpes. Mais comme Romain Bardet s'est écroulé dans les Pyrénées, voilà, et puis sur les chronos, de toute manière, Geraint Thomas est quand même au-dessus de Romain Bardet. Mais du côté de Geraint Thomas, ça a été... c'est un bon Tour de France, Geraint Thomas. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est que malgré l'Armada Ineos, on n'est jamais vraiment tenté de renverser la situation,
de prendre à un moment sur une étape la course en main. Parce que chez Jumbo, ils étaient plus nombreux. Chez UAE, ils étaient plus nombreux. Par contre, chez Ineos, ils terminent au complet. Mais on n'a jamais profité de ce surnombre pour tenter quelque chose. Ce qui est un peu triste. On ne s'est jamais trop servi de Martinez. On ne s'est pas servi de Adam Yates également, énormément. À part quelques fois pour aider Geraint Thomas, mais c'était pas souvent. C'est vrai qu'avec cette armada-là, normalement, on aurait dû les voir plus à l'avant de la course. Tu sais, j'ai dit assez vite, j'ai l'impression qu'Ineos, il se contente de cette 3e place. C'est ça qui me déçoit un peu de la part d'Ineos. Par contre, Geraint Thomas, qu'on ne pensait peut-être pas forcément leader, c'est vrai qu'on avait des doutes. Moi, j'avais dit, je pensais plutôt à Martinez. Au final, Martinez, depuis le Tour de Suisse, il n'y a rien dans les pattes. Certains pensaient également à Adam Yates, qui, c'est vrai, avait fait un bon début de saison. Mais on pensait peut-être pas beaucoup à Geraint Thomas, malgré sa victoire sur le Tour de Suisse. Et on a peut-être sous-estimé quand même cette victoire sur le Tour de Suisse de Geraint Thomas. Mais ça montrait qu'il était en forme. Là, il fait 3e du Tour. Bon. Lui, il peut pas être déçu. Encore une fois, le problème, c'est qu'il était dans un no man's land. Le problème, c'est qu'il n'a pas tenté de... Il n'a pas tenté de renverser la course. C'est ça, c'est là-dessus, on peut être un peu déçu. Il n'a pas tenté à un moment de mettre Adam Yates en appui. Bon, voilà. Et de profiter du fait que les deux derrière, peut-être se marquent à la culotte, Vingegaard et Pogacar, et de profiter de ça. Bon, après, c'était peut-être compliqué également de trouver l'ouverture. David Gaudu, là aussi un peu pareil, il n'a jamais été en mesure véritablement de jouer sa carte. C'est vrai que comme le disait un petit peu Cyril Guimard, il a quand même subi la course. Il est 4e, certes, mais l'écart est quand même important au général avec 13,39, mais il est 4e. Qui misait vraiment sur un top 5 de David Gaudu avant le départ du Tour de France? Je pense qu'il n'était pas 150. Moi, je vous avais dit, je visais entre 8 et 12 pour Gaudu. Je ne visais pas un top 5. Il m'a surpris dans sa capacité dans la gestion de l'effort. Dans la gestion de l'effort, il ne s'est jamais écroulé, Gaudu. Quintana, à des moments, a été moins bien. Romain Bardet, Vlasov. Lui ne s'est jamais écroulé. Il a toujours réussi à s'en sortir, à faire à faire le job sans se mettre dans le rouge. Et ça, c'est vraiment fantastique de sa part, parce que c'est vrai que au départ, on n'était pas sûr quoi, de ce genre de possibilité de David Gaudu. Certaines fois, voilà, il était énervé parce que il en gardait un peu trop. Mais le fait d'en avoir gardé un petit peu, c'est ce qui lui permet de faire un dernier contre-la-montre qui est pas mauvais. Ce qui lui permet aussi de faire des bonnes Pyrénées. Peut-être que s'il en avait mis plus dans les Alpes, il aurait eu du mal à finir ce Tour de France. Or, David Gaudu finit bien ce Tour de France. Il a été épaulé par une belle équipe également, notamment Storer et Pinot, et Madouas surtout, qui ont fait un énorme boulot pour Gaudu. Madouas qui fait une énorme saison quand même. Et ça l'a aidé. Le seul moment où il a été mis en difficulté, c'est dans le Galibier. Dans l'étape du Granon, où c'est vrai que si t'as pas Movistar pour le ramener, je pense, et Van Aert à un moment, je pense que tout de suite ça devient une étape beaucoup plus compliquée pour Gaudu. Mais sinon, c'est vrai qu'il a jamais été mis en difficulté. Il a toujours pris son rythme, un peu comme un moteur diesel, c'est-à-dire sur le pied de colle c'était un peu compliqué, il se faisait lâcher, puis ensuite il prenait son rythme, il rattrapait les morts, et ça a plutôt bien marché pendant tout ce Tour de France. Alors c'est vrai que certains auraient aimé un petit peu plus de folie, mais c'est la première fois vraiment qu'il jouait le général sur un grand tour. Quand il fait la Vuelta, il joue les victoires d'étape. Au départ de la course, il joue le général, mais comme il perd beaucoup de temps d'entrée, il joue ensuite les étapes. Et je dirais que sa 8e place sur le général, elle vient après avoir fait 2 grosses échappées au long cours. Sur une Vuelta qui est en plus particulière, sur 18 jours, au mois de novembre. Donc c'est difficile de se fier à cette Vuelta-là. Mais là,
il a été juste performant pendant les 3 semaines de course. Il a fait du très bon travail. Et je pense qu'à un moment, il faut saluer ce qu'a fait David Gaudu pendant ces 3 semaines de course, car il a fait vraiment ce qu'il fallait en course, et surtout bien épaulé par la Groupama. Donc pour moi, c'est au top, parce qu'on ne le voyait pas à ce niveau-là, Gaudu. On ne le voyait pas être aussi bien en montagne, et il a été bon en montagne, Gaudu. Il a été bon. Après, devant, Thomas, c'est quand même un ancien vainqueur du Tour de France. Vingegaard, Pogacar, cette année, ils étaient largement au-dessus. Mais de toute manière, même s'il avait accroché la route Geraint Thomas en montagne, sur le chrono, je pense que Geraint Thomas aurait fini devant lui. Surtout qu'il fait un très bon dernier chrono, Geraint Thomas. J'ai oublié de dire ça aussi de Geraint Thomas, parce que ce qui est intéressant pour Geraint Thomas, c'est que il est quand même à 35 ans. Ça va peut-être le remotiver pour 2-3 ans de carrière, Geraint Thomas, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait fait un résultat moyen. Ceux qui ont fait un Tour de France correct. On passe à la deuxième catégorie. Eh bien, je commence avec Vlasov. Dommage la chute à Longwy. Ça lui coûte beaucoup, cette chute à Longwy à Vlasov, parce que quand tu regardes ces Pyrénées, c'est vraiment bien. Il a souffert dans les Alpes. Il a souffert énormément dans les Alpes. Mais c'est la chute qui lui coûte cher. Chute qui, encore une fois, moi je trouve que la zone était mal indiquée par les organisateurs. C'était mal indiqué qu'il y avait un terre-plein central dans le virage. Mais sinon, pour Vlasov, le Tour de France est correct. Alors, j'avais dit que ça aurait été bien de faire un podium. Il fait quand même 5e. Vu comment la course s'est déroulée, c'est plutôt pas mal. Alors certes, il fait 5e à un quart d'heure. Hein. L'écart est énorme. Mais il fait 5e de la course. C'est un coureur qu'il faudra suivre. Bon sur le chrono, très bon en montagne, avec quand même des qualités en termes de puncher. C'est un coureur qui, dans les années à venir, va être très fort. Il va faire la Vuelta. Normalement, il fera le Tour de Lombardie, mais sur la Vuelta, il faudra s'en méfier de Vlasov. Surtout qu'il finit bien ce Tour de France. Quand tu finis bien le Tour de France, c'est toujours rassurant. Il fait quand même 3 top 10, fois Peyragudes, Hautacam, à chaque fois dans le top 10. 12e à Cahors, 18e à Rocamadour sur le chrono. Donc il finit bien son Tour de France. C'est un coureur qui a 64 jours de course, qui commence à faire quand même. Donc il faudra voir quand même sur le Tour d'Espagne s'il finit pas un peu fatigué. Je ne sais pas qui y aura au Tour d'Espagne du côté de la Bora. Où on nous met encore beaucoup de coureurs. Je pense qu'il y aura Sam Bennett. Hein. Il y aura peut-être Genley, peut-être Higuita. Donc ça sera une belle équipe, la Bora, hein, sur la prochaine Vuelta. Or, il y a d'autres formations, tu sens que ça sera un peu plus léger au départ de cette course. Mais c'est une course qui va être intéressante, la Vuelta cette année, hein, qu'on suivra sur la chaîne à partir du 19 août. Du côté de Vlasov, moi je pense qu'il a très bien fini. C'est dommage encore une fois cette chute. Il gère quand même beaucoup mieux ses courses qu'auparavant. Je trouve qu'il a passé un gap lors de sa deuxième saison chez Astana, où là il a vraiment passé un cap à ce moment-là. C'est un coureur qui n'a pas beaucoup d'expérience. Hein. Il a commencé chez Gazprom en 2018. Donc il a 4-5 saisons. Et puis on s'aperçoit qu'il s'est tout de suite bien intégré à la Bora. Et que ça se passe vraiment très bien pour lui. Regarde les résultats depuis le début de saison. Il est en tête du Tour de Suisse quand il abandonne. Il gagne le Tour de Romandie. 3e de la Flèche Wallonne. 14e de Liège-Bastogne-Liège. 3e du Tour du Pays Basque. Abandon sur Paris-Nice. Mais il était plutôt pas mal. 2e du Grand Prix Miguel Indurain, 4e de l'UAE Tour, vainqueur de Tour de la Communauté de Valence, notamment sur l'étape de Gravel. Il fait pour le moment une belle saison, Vlasov. Et cette 5e place, ça confirme. Et ça confirme également que dans les années à venir, c'est un coureur sur lequel il faudra compter. Quand on fait 4e du Tour d'Italie, 5e du Tour de France, c'est qu'on est un coureur solide. Et maintenant, il le sait dans sa tête, qu'il est capable de jouer avec les meilleurs, encore plus s'il n'y a pas de chute. C'est encore une fois dommage, c'est cette chute, parce que je pense que sinon, il y aurait une belle bagarre pour le podium face à Geraint Thomas. Louis Mentiès,
Une belle échappée qui lui permet de revenir dans le classement. Ça, c'est ce qu'on appelle une Guillaume Martin. Et puis après, dommage le chrono. Dommage le chrono parce que ça lui fait perdre 3 places. Enfin, ça lui fait perdre 2 places. Notamment la place face à Romain Bardet, elle lui coûte cher, je pense. Il était au-delà des attentes aussi, Lou Mentiès. C'est dommage, encore une fois, d'avoir perdu du temps. C'est dommage parce qu'il fait un bon premier chrono, Mentiès. En plus, à Copenhague, il est à 25 secondes. De perdre autant de temps sur le dernier chrono. Et puis, de perdre du temps sur l'étape des pavés. C'est là où il perd pas mal de temps. Je crois qu'il perd aussi 5-6 secondes à Longwy. Il n'est pas dans le premier peloton. À Lausanne, un peu pareil. Alors ça lui a permis de reprendre l'échappée du côté de l'Alpe d'Huez derrière Pidcock, où il est obligé de rouler énormément pour reprendre du temps. Il fait quand même 9e à Péragus, de 11e à Hautacam, également Mentiès. C'est un bon Tour de France. Parmi les grands tours, c'est peut-être même son meilleur résultat au général. Je vérifie ça. Non, il avait fait déjà 8e en 2016 et 2017 du Tour de France. Donc c'est sa 3e, 8e place à Mentiès sur un Tour de France. Il a déjà fait également 10e d'une Vuelta. C'est sur le Tour d'Italie où il a participé 2 fois au Tour d'Italie, mais ça n'a jamais vraiment marché pour le coureur d'Intermarché. C'est un coureur en plus qu'on avait un peu perdu de vue parce que c'est vrai que sa dernier bon résultat sur un grand tour, c'était le Tour d'Espagne 2017 où il fait 12e. Depuis, c'est vrai que il avait fait 14e sur le Tour de France 2021. On ne l'avait pas vraiment vu. Ça va aussi le remotiver. Il fait une belle année, Mentiès. Il a remporté une course. Cette année, c'était en Italie, le Giro della Poligno. Il fait 3e du Tour de Sicile. Il n'y avait pas une grosse opposition. Mais il fait 6e de la Mercantour Classique. 6e du Dauphiné. Voilà, 8e du Tour de France. S'il était meilleur dans le placement et meilleur du côté du contre-la-montre, et ça serait encore mieux pour Mentiès. Après, à 30 ans, je ne sais pas s'il progressera dans ce domaine-là. On poursuit avec Lutsenko. Là aussi, Lutsenko, un 9e. Il ne pouvait pas faire mieux. Lutsenko, il court après le temps depuis le début de saison. Il s'est pété la clavicule au mauvais moment. Et depuis, il court après la montre. On l'a vu notamment en Suisse. On l'a vu. Il court après la montre parce que sa préparation a été compliquée. Il n'a pas pu courir pendant 3 mois. Il a repris contour de Hongrie. Le Tour de Suisse, même s'il fait 3e à Malbin derrière Thibaut Pinot, il a quand même une course qui est pas simple. On sent qu'il a contre-temps. Et sur ce Tour de France, il profite aussi de l'abandon de certains coureurs parce qu'il finit 9e à 23 minutes, Lutsenko. Mais parfois, il faut savoir aussi en profiter de ce genre de situation, savoir faire ce genre de choses. L'année dernière, il fait 7. Je ne sais pas s'il fait 7 en étant hyper bien classé. Avec quel écart au général, il avait fait 7. Il avait 12 minutes. Voilà. Donc il a pris 10 minutes cette année, mais c'est sur la préparation de début de saison. Et puis Astana est quand même en grande difficulté. Il a quand même tout le temps été seul, Lutsenko, pendant ces 3 semaines de course. On n'a pas vu énormément ses coéquipiers à Lutsenko. C'est vrai que quand on regarde bien, au départ il y avait Dombrowski. On ne l'a pas vu. On a vu un peu Simone Velasco. Alors André Zeit, on ne l'a pas vu, mais il a battu un record de nombre de grands tours enchaînés. Je crois qu'il a 20. Je crois qu'il est 3e dans ce classement. Ragujiushenko, inexistant. Féliné qui a abandonné à l'étape 17. Et Moscon qui a abandonné après l'étape 8. Mais il s'est retrouvé quand même seul très vite, Lutsenko. Après, il fait 9. Ce sont des points importants pour Astana. Même si Astana a vraiment pas fait un grand Tour de France, que Astana mériterait de ne pas rester en première division, parce que la saison est quand même très mauvaise pour cette équipe. On verra même, parce que certes ils peuvent le rester d'un point de vue sportif, mais je rappelle qu'il y aura une vérification économique, vu que les salaires n'ont pas été payés pendant une période, qu'au niveau financier ça a l'air d'être très instable du côté d'Astana. On pourrait peut-être avoir Astana qui ne reste pas en première division parce qu'on considère que le projet est trop fragile. Donc même si
Parce que je rappelle que les règles économiques perdurent pour rester en World Tour. Mais du côté de Lushenko, il a fait le maximum. Il a fait le maximum avec les moyens du bord. Voilà, il finit 9e. L'écart est important, mais il finit quand même devant Damiet. C'est dommage de ne pas avoir été en capacité d'aller chercher une échappée. C'est vrai que lui aussi, un peu comme Gaudu, comme certains coureurs, il a un peu suivi la course, mais il n'a pas réussi à prendre l'échappée. Bon, après, c'était peut-être aussi un choix de sa part du côté de ce coureur-là. Deux coureurs français corrects. Quintana, on en a parlé du côté du bilan des Bleus de Quintana, que j'avais mis en top du côté du bilan des Bleus, mais au niveau de tous les grimpeurs, j'ai décidé de rabaisser d'un cran, de mettre correct, parce que il a quand même été pas mauvais en montagne. Il fait quand même des meilleures Alpes que les Pyrénées. Les Pyrénées, il a été un peu plus en difficulté, un peu plus fatigué, je pense, dans les Pyrénées, mais dans les Alpes, c'était vraiment du grand Quintana. Et puis Romain Bardet, qui a fait 2 très bonnes semaines. Sur la 3e semaine, ça a été beaucoup plus compliqué pour les coureurs français, mais fatigué d'avoir enchaîné le Giro et le Tour. Mais je dirais que c'est parmi les coureurs qu'on fait Giro et Tour, c'est celui qui s'en est le mieux sorti. Ça montre que c'est très compliqué d'enchaîner les 2 courses. Pas foufou. Je commence avec Ciccone du côté des pas foufou. On s'attendait de toute manière à un peu mieux du côté de cette formation Trek. Pourquoi je le mets pas foufou? Parce que je m'attendais à ce qu'il se bagarre pour des victoires d'étape et qu'en fait il a été très très loin d'aller chercher les victoires d'étape. Ciccone. En plus, quand j'ai vu assez vite qu'il y allait avoir un combat avec Geschke, je me suis dit c'est plutôt bon pour Ciccone, parce que mon Geschke c'est quand même pas le meilleur grimpeur du monde. Mais il n'a pas été en capacité d'aller chercher ce maillot à poids. Il finit 3e de ce classement, et parce qu'en haute montagne, il était vraiment trop limité. Trop limité en haute montagne. Il n'y a pas vraiment eu de coup d'éclat de la part de Ciccone pendant ce Tour de France. Ça a été compliqué pour le coureur italien. Lui aussi, il enchaînait avec le Tour d'Italie. Pourtant, il avait bien fini le Tour d'Italie avec la 3e place au Passo Fedaia et la 1re place à Cognier. Il avait plutôt été bon sur la fin du Tour d'Italie, où il avait fait 2e du classement de la montagne, mais ça a été plus compliqué sur le Tour de France, même s'il a été à l'attaque. À l'époque du grand Ciccone, et quand on a du grand Ciccone, dans les échappées, il en aurait gagné une. Sauf que c'était pas du grand Ciccone sur ce Tour de France, parce qu'un peu de fatigue, l'enchaînement de Giro-Tour difficile, et voilà, ça s'est ressenti. Il est à 63 jours de course, Ciccone, donc ça commence à faire un petit peu. Malgré tout, en fin de saison, il faudra quand même se poser une question du côté de Ciccone. Quel doit être l'avenir de Ciccone? Est-ce qu'on continue de tenter de jouer le général des grands tours en sachant que jusqu'à maintenant, il n'a pas été en réussite? Ou est-ce qu'on décide plutôt d'en faire un baroudeur super attaquant? Mais dans ce cas-là, est-ce que du côté de chez Trek, on n'aura pas besoin de renforcer, de prendre 1 ou 2 coureurs qui peuvent jouer le général des courses? Parce que chez Trek, aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu l'effectif de cette formation, il n'y a personne pour jouer le général des grands tours. Mollema ne le fait plus. Ça c'est clair et net. Aussi, vous avez Juan Pedro Lopez, l'Espagnol, mais qui n'est pas très bon sur le chrono. Kenny Elissonde, on a vu que c'était limité également et que c'est plus du grand Kenny Elissonde comme à l'époque de la FDJ. Donc c'est vrai que c'est une réflexion à avoir. C'est une réflexion à avoir sur cette équipe, qui est quand même aussi des coureurs vieillissants. C'est un effectif, on a quand même 10 coureurs qui ont plus de 30 ans sur les 32 de l'équipe. Et le problème, c'est que dans ces 10 coureurs-là, c'est des coureurs qu'on voit quand même beaucoup. Je pense à Galopin, qui a 34, Mollema, 35, prendre Bia, Mama Berastouri, Edward Hunt. On a des coureurs âgés. Ça serait bien, du côté de cette formation, de rajeunir un petit peu, surtout peut-être de retrouver des grands talents, parce que il leur manque quelqu'un en montagne, je pense, pour jouer les grands tours. Juan Pedro Lopez, on a vu, c'était pas mal, mais est-ce que Juan Pedro Lopez tient sur 3 semaines de course? Est-ce que Juan Pedro Lopez
va réussir à faire des progrès sur le contre-la-montre, même s'il y a de moins en moins de contre-la-montre sur les grands tours. C'est pas simple. Il y a même l'idée de faire un contre... Je sais plus où ils veulent faire un contre-la-montre sur le Tour d'Italie, mais l'année prochaine, ils voudraient finir le Tour d'Italie sur un contre-la-montre en montagne pour le prochain Giro. Ça serait l'idée des organisateurs pour le prochain Tour d'Italie. On poursuit avec les coureurs pas foufou, avec Nelson Poles. Nelson Poles, on avait un peu d'espérance après son Tour de Suisse, où c'est vrai que moi il avait profité quand même des abandons des mecs avec la Covid, mais il fait quand même 4e du dernier Tour de Suisse, Nelson Poles. Et c'est vrai qu'on se disait, il fait une bonne première semaine, il est même un moment en bagarre, pourquoi pas, pour aller chercher le maillot jaune. Et on se dit, Nelson Poles, pourquoi pas pour un top 10, pour un top 15 au général. C'est pas peut-être le meilleur grimpeur sur les longs cols, mais pourquoi pas, en sachant que chez UF, bon, Oural, on savait que ça allait être compliqué, on se dit qu'en plus, on a quand même Bettiol pour aider un petit peu. Enfin voilà, ça peut être intéressant. Et puis au final, Nelson Poles, il finit assez loin, il finit 13e, mais en ayant beaucoup souffert quand même sur la fin de course, où il est assez peu visible. Il est 13e du général, mais derrière un Bob Jungels, derrière un Madouas. Madouas, il a fait un énorme travail d'équipier. Bob Jungels, il a quand même pris une énorme échappée. Et c'est vrai que du côté de Nelson Poles, les attentes qu'on avait, on se dit, non, le général, ça sera pas jouable pour Nelson Poles. C'est un coureur qui peut jouer des classiques, mais qui ne peut pas jouer le général d'une course. Voilà, bon, c'est dommage parce qu'après la 4e place sur le Tour de Suisse, on avait quelques espérances pour se dire pourquoi pas un top 10. Sauf qu'on s'aperçoit que la marche est trop grosse en fait pour aller chercher le top 10. Et c'est là où tu vois que chez UF quand même, il va falloir trouver des coureurs. Ça va être essentiel pour eux parce que ils n'ont pas de grands sprinteurs, ils n'ont pas la perle rare en montagne chez UF. Il leur manque un très grand coureur. Il y a Chavez, mais Chavez, en plus, c'est pas du grand Chavez depuis quelques temps, qui n'a pas fait qui pour l'instant n'a pas fait un grand tour. Il se prépare pour le Tour d'Espagne, mais il n'a pas fait ni le Tour de France ni le Tour d'Italie. Mais je pense que Chavez, c'est compliqué pour aller chercher la gagne, même s'il finit bien le Dauphiné. Je pense qu'il n'ira pas chercher les gagnes sur la prochaine Volta. Il est en ce moment sur le Tour de Castille et Léon, même. Qui s'est même fini. Je sais pas pourquoi j'ai qu'une étape avec lui. Oui, parce qu'il y avait 2 étapes. Donc normalement, j'aurais dû avoir Ah oui, parce que j'ai que les 3 premiers du général. Oui, je pense qu'il y a eu une couillade sur le site des Pro Cycling Stats. Ils n'ont pas mis à jour le classement. Mais du côté de cette formation, il leur manque un top grimpeur et un top sprinter. C'est-à-dire que c'est une formation qui a des coureurs intéressants, mais pas des coureurs de premier choix. Et il leur manque vraiment un top coureur, quoi. Alors peut-être avec Cavendish, on sait que c'est l'idée. On sait que Cavendish connaît quand même un peu Jonathan Vaughters. Après, ça suffira peut-être pas, Cavendish. Et puis Cavendish, il n'est pas tout jeune non plus. Ça serait bien de se projeter un peu sur le marché des transferts. J'étais assez surpris, même l'année dernière, qu'il ne se place pas pour Brian Cocard, notamment. Qu'il ne se place pas pour un coureur comme Brian Cocard qui était sur le marché. On savait que Brian Cocard, il pouvait revenir en course. En plus, ils ont déjà eu Pierre Rolland, donc c'est une équipe qui a déjà eu un coureur français. Ils avaient eu Fabrice Jean Debose également à l'époque de Cannondale, parce que je rappelle que EF, c'est techniquement la réunification de Garmin et Cannondale, mais il y a eu Fabrice Jean Debose. Mais j'étais assez surpris qu'ils ne se placent même pas. On ne les avait pas entendus aller sur Peter Sagan parmi les rumeurs de transfert. Aujourd'hui, Hugh Carty, Chavez, c'est pas suffisant. Je pense qu'en montagne, Hugh Carty, c'est surtout trop inconstant. Hugh Carty, Chavez aussi, c'est inconstant. Et puis après, Simon Kerr, c'est pas dingue. Surtout depuis quelques temps. T'as 30 coureurs dans l'effectif, mais il n'y a pas vraiment une tête d'affiche qui sort. T'as Bettiol. Mais bon, Bettiol, c'est
pas le Bettiol qui a dominé les classiques quand même, hein. Donc ouais, c'est un peu compliqué de voir quel coureur peut performer aujourd'hui dans cette équipe. Alors heureusement, bon, ils ont eu un gros Kort Nielsen, mais voilà, on voit que du côté de Paulès, c'est pas suffisant. Enric Mas, pas foufou parce que en montagne, Enric Mas a quand même été en difficulté, malgré un gros collectif Movistar, et puis en plus abandon. Pour Enric Mas, on l'a pas vu finir ce Tour de France, mais de toute manière, ça a été assez inconstant. Il y a eu une ou deux étapes où il s'en sort bien, Enric Mas. C'est dommage parce que lui aussi il passe sa première semaine sans encombre, alors que Enric Mas, on s'attendait plutôt à ce qu'il soit en grosse difficulté en première semaine. Il perd quand même 8 minutes dans le granon. Et ensuite, parfois il a été bon. Et puis d'autres fois, ça a été plus compliqué. Il chope la Covid. Comme l'a dit David Lappartient, pour que Movistar s'en sorte, il va falloir du grand Valverde. Parce que, bon, Mas, ça va peut-être pas suffire. Et puis, choper la Covid à 15 jours, à 3 semaines, on va dire, du Tour d'Espagne, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Et ça fait surtout des points en moins côté UCI, parce qu'il aurait pu finir 10e du Tour de France. 10e du Tour de France, ça faisait... hop là, j'ai pas le bon classement. 10e du Tour de France, ça faisait 175 points du côté UCI. Donc c'est vrai que ça aurait fait du bien à la Movistar. Au final, le premier coureur de la Movistar, il finit 21e, c'est Jorgensen, ça fait 40 points. Ah, tout de suite, on descend d'un cran, hein. Mais c'est dommage parce qu'il a eu un gros collectif. Je pense notamment à l'étape du Galibier, l'étape du Granon, où on le ramène de l'arrière, où on fait un énorme travail, notamment je pense à Verona, qui roule bien dans cette étape-là. On a vu Jorgensen dans les échappées, qui a fait également, qui a été très performant dans les échappées, mais il manque aujourd'hui, Mas a été un peu insuffisant en montagne, et dans une équipe qui était déjà en difficulté en termes de nombre de points, c'est dommageable. Alors maintenant pour Mas, c'est un peu la course contre la montre maintenant pour aller au Tour d'Espagne, et de toute manière au Tour d'Espagne, il ne pourra pas se rater. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment marquer des points. Sinon, du côté de Movistar, il va falloir prier pour que les autres fassent pas des grosses fins de saison. Je pense notamment à la Lotto. Parce que sinon, ça sera compliqué pour cette équipe Movistar. C'est dommage pour Enric Mas, mais il est passé à côté sur ce Tour de France. Et de toute manière, j'ai envie de dire que c'est le Tour de France et Enric Mas, ça n'a pas toujours été une grande histoire d'amour. Voilà. Il avait eu un premier Tour de France compliqué, je me souviens, en 2019. Enric Mas, à l'époque de Koninck. Alors ensuite, l'année d'après, il avait fait 5 en 2020, 6 en 2021. Sur la Vuelta, il a fait 5 et 2. Mais là, abandon. Il n'a pas beaucoup d'abandon aussi dans sa carrière, Enric Mas. C'est pas un coureur qui abandonne très souvent. Mais là, c'est vrai que ça coûte cher, quoi. Ça coûte cher à son équipe, à sa formation. Et encore une fois, même s'il n'y avait pas eu abandon, il n'aurait été pas foufou parce que beaucoup trop inconstant pendant ces 3 semaines de course. Vraiment, il y a eu beaucoup d'étapes où il a été en difficulté, je trouve. Notamment l'étape du Granon. Mais pas seulement. C'est vrai qu'à Carcassonne, à Foix, pardon, c'est pas fou. Peyragudes, il fait 12e. Bon, après, on a compris après Otakam pourquoi il était en difficulté, mais ça a été très très inconstant pendant ces 3 semaines de course. Et ce qui fait que même son classement, il aurait fini 10e, mais vu les attentes qu'on avait par rapport à Lutsenko, la 10e, ça aurait été décevant. Et puis je termine avec Yates. Pas foufou, c'est dommage pour Yates, il a eu des problèmes physiques en fin de course. Mais de toute manière, il était quand même en retrait pendant ces 3 semaines. Il finit quand même 10e. Hein. Mais je pense que c'était pas l'objectif en début de course de finir 10e. Et puis il finit 10e à 25 minutes. Adam Yates est capable de faire mieux. Il a pas fait beaucoup de travail, même pour Geraint Thomas. Il a pas pesé sur la course, Adam Yates, alors que normalement, il aurait dû avoir un rôle important dans cet effectif du côté d'Ineos. On passe au bonnet d'âne, on va passer assez vite sur tous les bonnets d'âne. Je commence avec Caruso, j'aurais pu mettre Jack Haig également, mais Caruso qui a été inexistant pendant ces 3 semaines de course.
incapable d'être performant dans les échappées, incapable d'être performant sur le général. Et c'est un petit peu le ressenti que j'avais eu sur le Dauphiné, où même s'il avait fini dans le top 5, j'avais dit ouais, mais je l'ai pas trouvé foufou dans ce Dauphiné. Et puis je rappelle que le Dauphiné cette année, la liste de départ était pas dingue. Et après, Caruso, cette année, ça a été plus compliqué. Mais comme la Bahreïn en général. Mais certains vont me dire, c'est parce qu'ils prennent pas de produits à Bahreïn. On voit tout de suite les commentaires. Alors déjà, je rappelle que l'affaire de la Bahreïn, il y a certes eu des perquisitions, mais ça fait depuis un mois que les perquisitions ont eu lieu. On nous a donné aucune information sur s'il y avait des trucs qui avaient été récupérés. En sachant qu'on avait eu des informations comme quoi la première fois ils avaient eu des décontractants musculaires, mais ça n'avait pas été confirmé par le parquet. Donc pour l'instant sur l'affaire Bahreïn, c'est une affaire qui est bizarre parce que, mais bon, j'ai envie de dire que l'affaire autour de Quintana aussi, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans où il n'y a pas d'avancée sur l'affaire Quintana. Vous vous souvenez des perquisitions chez Arkea, ensuite des interrogatoires notamment du frère Quintana, mais depuis il n'y a rien eu sur l'affaire Quintana, on n'a pas eu d'avancée. Et sur l'affaire Bahreïn, c'est un peu pareil, c'est rare quand même, parce que normalement les affaires de dopage, quand on fait une perquisition et qu'on trouve quelque chose, on le dit, normalement assez vite, et surtout il y a très vite des interrogatoires. Sauf que dans l'affaire Bahreïn, depuis le départ, j'ai pas eu l'impression d'interrogatoire. On a eu des perquisitions, mais on n'a pas eu d'interrogatoire. Comme si, au moment des perquisitions, on n'arrivait pas à obtenir ce qu'on voulait. Que tout ce qu'on perquisitionnait, au final, ça n'aboutissait à rien. Enfin, c'est un peu le sentiment que j'ai. Parce que normalement, quand on perquisitionne et qu'on a quelque chose, soit il y a une mise en examen, mais il y a au moins un interrogatoire derrière. Quand il y a un truc louche. Sauf que là, il n'y a pas d'interrogatoire. C'est-à-dire que les coureurs ont fait leurs 3 semaines de course. Il n'y a pas eu une autre perquisition là, pendant ce Tour de France. Au bout de 2 semaines de course, on n'a pas reperquisitionné quand l'équipe était sur le territoire français. Cette affaire est bizarre depuis le départ. Mais je rappelle que l'année dernière, la Bahreïn, ça commence au mois de mai, ça se finit avec la victoire de Colbrelli sur Paris-Roubaix. Et que l'année 2022 a été compliquée. Déjà, ça commence avec le malaise cardiaque de Colbrelli. Et puis, le Giro n'a pas été bon non plus pour cette équipe. Hein. Et c'est vrai que, contrairement à l'année dernière où ils avaient décollé à partir du mois de mai, là, il n'y a pas eu ce même événement. Et l'année dernière, il y avait eu une sorte de suivi constant. C'est-à-dire qu'il y avait eu une sorte d'émulation dans l'effectif. Là, c'est vrai qu'ils sont à 14 victoires pour le moment. La dernière victoire, c'est Stephen Williams sur le Tour de Suisse, autre en dehors des championnats nationaux. Ils avaient emporté une étape avec Buitrago, c'est vrai, sur l'étape 17 du Tour d'Italie. Mais sur le Tour d'Italie, du souvenir du général... Ah si, Landa, j'avais oublié Landa, dis donc, sur le Giro. Oui, il me marque beaucoup Landa. Mais c'est vrai que, au final, donc à part Landa sur le Giro, qui fait quand même un bon classement, ça fait depuis quelques temps que ça tourne pas hyper fort du côté de cette équipe, quoi. C'est-à-dire que depuis cette 3e place de Landa, mais le mois de juin n'a pas été bon, le mois de juillet aussi. Et on sent pas la même dynamique que l'année dernière, surtout. L'année dernière, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de coureurs qui avaient eu cette dynamique. C'est une dynamique qu'on a vue notamment chez Total, au mois de juin. C'est une dynamique qu'on a vue dans d'autres formations, chez Arkea en début de saison. Par contre, on ne la voit pas du tout chez Bahreïn. Mais c'est vrai qu'avec cette 3e place de Landa, retirez ce que j'ai dit sur le Giro, j'avais complètement oublié Landa. Mais... ce Tour de France a été extrêmement compliqué. On a vu un peu Sanchez et Fred White à l'attaque. Sinon, le reste, ça a été compliqué. Et ensuite, derrière, de toute manière, la saison, depuis le Tour des Alpes, il y a eu aussi Dylan Teuns, pardon. Si on regarde depuis le Tour de Romandie, donc le Tour de Romandie, c'est début mai, hein. On a une victoire d'étape sur le Giro, la 3e place de Landa. Une étape sur le Tour de Suisse avec Stephen Williams qui prend plus court à la corde dans cette arrivée en courbe. Voilà. Ensuite, derrière, il n'y a rien d'autre. Donc le mois de juin n'a pas été bon. Le mois de juillet, j'ai l'impression que ça va être 0 aussi.
Alors peut-être que les perquisitions aussi, ça n'aide pas à avoir une bonne ambiance dans l'équipe. Ils partent Jack Egg très tôt, et Caruso, la saison de Caruso, elle est pas bonne, hein. Pour un leader, il n'a pas fait le Tour d'Italie. Ce qui est même très surprenant parce qu'il a une programmation de saison, en début de saison, pour faire le Tour d'Italie. Sa programmation de saison, Vuelta, Tirreno, Milan, Tour de Sicile, Flèche Wallonne, Liège, normalement derrière ça va au Tour d'Italie. Quand tu as une programmation qui est quand même assez costaud comme ça. Et non, donc il fait le Tour de Romandie au mois de mai, où il est très bon sur le Tour de Romandie. Où il est déjà moins bon sur le Tour de Romandie. C'est vrai qu'il est un peu moins bien sur le Tour de Romandie. Sur le Dauphiné, comme je vous ai dit, il fait 4, mais sans une grosse opposition. Et puis là, il abandonne en plus sur le Tour de France, mais de toute manière, il n'était pas dans le coup. Et du côté de Caruso, depuis le mois d'avril, il n'y a rien, quoi. Donc là aussi, c'est pas top pour le coureur italien. Uran, voilà. Non, mais Uran, c'est plus le Rigoberto Uran qu'on a connu. Il a 36 ans, 35 ou 36 ans. Il est plus proche de la fin que du début de carrière. C'est peut-être même sa dernière année, hein, parce qu'il a 35 ans. Pour l'instant, il n'a pas de contrat renouvelé pour l'année prochaine. C'est un coureur qui a plus de 15 ans de carrière. Aujourd'hui, Uran, il a commencé en 2006. Il a toujours été dans des grosses équipes. Parce qu'il a même commencé dans une deuxième division, ce qui est en 2006, chez Tenax Salmilano, avec notamment Fabio Baldato, avec Petito, Pietropoli, aussi Pigorni, que des coureurs, Gabriele Bosisio également, et Roberto Ferrari, qui était stagiaire dans cette formation. Une équipe qui avait gagné 7 victoires, notamment le Trofeo Matteotti. Et les 4 jours de Dunkerque avec Petito. Je me souviens pas qu'il y avait... C'était à l'époque où les 4 jours de Dunkerque, c'était pas foufou en 2006. 2006-2016, c'était diffusé sur Direct 8 à l'époque, 4 jours de Dunkerque, mais c'était pas foufou. En termes de résultats, c'était surtout les Français qui étaient là. Du côté de Uran, je pense qu'il est plus proche de la fin que du début, et les résultats sont quand même de moins en moins bons sur les grands tours. C'est-à-dire que il fait 10e l'année dernière, mais assez loin des leaders, 8e en 2020, mais il n'arrive pas à suivre non plus. On est loin du Tour de France 2017, où il fait un très gros Tour de France. Ça fait quand même depuis quelques temps où c'est moins bien en termes de résultats. On a commencé à le voir venir. Ce qui est surprenant, c'est que du côté de son équipe, on n'ait pas compris qu'il fallait trouver un remplaçant. On pensait même, quand ils avaient recruté Guita, que ça serait le remplaçant Guita. Sauf que derrière, on ne le conserve pas, on le refile à Bora. Oui, mais aujourd'hui, tu te retrouves à avoir une équipe qui n'a pas forcément de leader pour les grands tours, pas suffisamment bon pour faire quelque chose. Et quand tu es en manque de points UCI, c'est bien d'avoir un leader. C'est vrai que la Uran, il n'était pas dans le coup dans les échappées, un peu comme Caruso, et puis il n'était pas dans le coup pour le général. Roglic chute, déjà, encore pour Roglic. On pensait que la malédiction avec la France avait été finie avec sa victoire sur le Dauphiné. Eh ben non. Non, ça a repris avec ce Tour de France. Il n'y a pas eu suffisamment de bons résultats. La chute, ça lui a coûté cher. La chute sur les pavés lors de cette étape 5. Et puis la Vuelta, ça semble quand même très compliqué avec une fracture d'une vertèbre. Donc la fin de saison va peut-être être compliquée. La passe de 4 sur la Vuelta, ça semble dur. Du côté de Roglic, le temps est vraiment compté. Et donc ce qui ferait que cette saison, qu'on pensait peut-être la saison du renouveau pour Roglic, deviendrait presque la saison où Roglic se retrouve dans une situation où il est plus leader dans sa formation, où c'est Vingegaard qui devient vraiment le vrai leader de la formation Jumbo. Et d'un coureur qui normalement aurait dû quand même gagner les grands tours,
Enfin, on aurait dû gagner un Tour de France et un Tour d'Italie. On se retrouve dans une situation où on ne pourra peut-être même pas y participer à ces deux courses-là. Quand tu vois également Sepp Kuss, quand tu vois Van Aert, est-ce qu'on va pas tenter le coup également de jouer le général d'un grand tour avec Van Aert au bout d'un moment? Peut-être. Bah, Roglic, il se retrouve derrière ces coureurs-là. C'est-à-dire que Roglic, l'année prochaine, on n'est même pas sûr qu'il fasse le Tour de France. Alors, on parle d'Ineos qui pourrait racheter les 3 ans de contrat restant à Jumbo pour récupérer Roglic, parce que ça serait un peu l'idée. Sauf que racheter 3 ans de contrat, c'est extrêmement coûteux. Je pense que Jumbo va pas faire un cadeau comme ça à Roglic tout de suite. Est-ce qu'une autre formation aurait la capacité de le faire? Est-ce que UAE voudrait racheter le contrat de Roglic? C'est pas sûr, parce qu'il y a Almeida. Et ensuite, Roglic, en plus, je suis pas sûr qu'il intéresse tout le monde. Parce que c'est pas le mec le plus à l'aise sur un vélo, qui tombe très souvent. Roglic, ça fait un peu peur aux équipes. Hein. Ça donne pas envie aux équipes d'aller chercher Roglic. Donc je suis pas sûr que Roglic, ça soit le coureur qu'une équipe comme Groupama, qu'une équipe comme même Total veuille recruter à tout prix. Après on verra, hein, mais de toute manière, en plus, il faut racheter 3 ans de contrat. Donc, à part s'il se sent vraiment mal chez Jumbo, à part si Jumbo veut vraiment s'en débarrasser d'un point de vue financier, ce qui m'étonnerait, je pense que Roglic va rester chez Jumbo et que il va falloir qu'il fasse d'autres courses. Mais je pense que le Tour de France, c'est fini pour lui. Au moins dans un rôle de leader tant qu'il est dans cette équipe. O'Connor, bon, on en a déjà parlé lors de la course du bilan des Bleus. Mais oui, on s'attendait à mieux du côté d'O'Connor. La chute lui coûte très cher et ensuite il n'a jamais été dans le coup. Lui, par contre, il risque d'arriver en forme pour la Vuelta et il faudra faire attention à lui. Izagirre, depuis le Tour de Suisse, ça ne marche pas pour Izagirre. Cofidis qui a été dans une situation compliquée également avec Guillaume Martin, mais comme j'avais dit, je m'attendais à ce que Guillaume Martin joue les étapes et Izagirre joue le général. Izagirre sur 3 semaines, pour le moment on peut toujours pas savoir, vu que depuis le Tour de Suisse, les jambes ne tournent pas rond du côté d'Izagirre. Ça marche pas énormément pour le coureur de la Cofidis. Fuglsang, il voulait pas jouer le général, et bien c'est bien parce qu'il ne l'a pas joué. Son échappée à Longwy lui coûte cher, je pense dans les premiers jours des Alpes. Et puis ensuite, il n'a même pas été dans le coup pour prendre une échappée, une victoire. C'est dommageable. Woods, un peu pareil aussi. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas les leaders de l'équipe qui ont un peu sauvé les points récupérés sur ce Tour de France. C'est quand même heureusement qu'il y a eu Simon Clark et Hugo Hull. Alors Woods est dans l'échappée avec Hugo Hull, mais qui dit qu'il aurait gagné s'ils avaient rattrapé Hugo Hull? Pas sûr. Et de toute manière, c'est la seule échappée où il a été performant. Woods. Sinon, dans les autres, il n'est pas dans le coup non plus. Et Fuglsang, il a eu une deuxième partie de Tour de France compliquée. Ce qui est quand même inquiétant pour Fuglsang, c'est qu'il a encore quelques années de contrat chez Israël. Bon. Pour un coureur qui, je pense, n'est plus en capacité de tenir 3 semaines. Il était déjà pas bon en récup sur les courses de 3 semaines, mais je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment devenu vraiment mauvais en termes de récupération. Mollema, maintenant, il est performant plus que sur les chronos. Mollema. Est-ce qu'il ne s'est même pas concentré sur les contre-la-montre? Parce que quand tu vois les chronos qu'il a réalisés sur ce Tour de France et le fait qu'on ne l'ait pas vu en montagne, on peut quand même se poser la question s'il n'est pas en train de vouloir devenir spécialiste du chrono. En même temps, il a des qualités, même si au niveau aérodynamisme, c'est pas top avec les épaules qui bougent dans tous les sens. Un coureur qui est très puissant, Mollema. Et du fait de se concentrer sur les chronos, ça veut dire moins travailler sur les étapes de montagne. C'est peut-être ça son objectif. Et puis je termine avec Daniel Felipe Martinez. Il n'a jamais été dans le coup, Daniel Felipe Martinez, sur ces 3 semaines. Ça ne marche pas depuis le Tour de Suisse. Alors on m'a dit, il ne supporte pas la chaleur, ce qui me semble bizarre pour un Colombien. Même s'il peut faire froid en Colombie, parce qu'on est quand même un petit peu en altitude, je pense quand même qu'il peut y avoir des fortes chaleurs quand même en Amérique du Sud. Donc c'est ça qui me surprendra un petit peu.
Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir fait le Tour de France? Dans ce cas-là, il fallait plutôt faire le Giro, où il fait un peu plus frais. Et du côté de Daniel Felipe Martinez, ça a été compliqué pendant ces 3 semaines de course. On l'a mis dans les échappées. Je pense qu'en plus, chez Ineos, on ne savait pas quoi en foutre. À partir du moment où on a compris qu'il ne serait pas dans le coup, qu'il ne serait pas en forme, on ne savait pas quoi en foutre, très clairement. Et c'est vrai que c'est une déception, c'est la grosse déception pour moi de ce Tour de France. Je m'attendais à le voir aux avant-postes, Martinez. Je m'attendais à le voir pour jouer la gagne. Bon, il met pas un pied devant l'autre depuis le Tour de Suisse. Alors en plus, je croyais qu'au Tour de Suisse, c'était parce qu'il était rentré de stage. Donc il avait un peu accumulé de la fatigue en rentrant de stage. Et qu'il avait plutôt bien fini le Tour de Suisse en travaillant notamment pour Geraint Thomas. Il avait fait un gros travail pour Geraint Thomas. Mais sur ce Tour de France, il n'y avait rien du tout. Hein. C'était le néant absolu. Donc voilà, c'était un vrai bonnet d'âne pour moi du côté du coureur colombien. J'espère que vous avez aimé toutes ces vidéos sur le Tour de France, que ce soit masculin, féminin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures cyclisme, notamment la Vuelta, mais pas seulement. Dans les prochains jours, il y aura également quelques petits trucs. Il y aura également un épisode du maintien, dimanche, lundi, pour le maintien. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. À la prochaine, ciao ciao.